est écrivaine, dramaturge, éditorialiste à Libération, chroniqueuse à la télé, à la radio. Elle est même musicienne à ses heures. Elle est une personnalité aux multiples talents. Et un de ses talents, et non le moindre, c'est celui d'exposer ses idées avec conviction, courage et humour. Pour sa 5e édition, le Média des idées est heureux de recevoir Tania de Montaigne. Bonjour Tania de Montaigne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons débattre ensemble tous les deux pendant une dizaine de minutes. Puis après, nous recevrons dans une seconde séquence Dominique Sopeau, le président de SOS Racisme. Et puis Chloé Ridel, la porte-parole du Parti Socialiste, nous rejoindra dans une ultime séquence. Ça vous fait quoi, d'abord, avant d'entrer dans le fond du sujet, d'être invité par le média du Parti Socialiste? Vous ne trouvez pas ça un peu ringard? Ringard, je ne sais pas, mais là, j'ai quand même l'impression d'être partie dans une capsule spatio-temporelle parce qu'il n'y a que des photos des années 80. Donc, ça m'amène ailleurs, en tout cas. Écoutez, pour ceux qui ne voient pas le même écran que vous, il y a une grande photo derrière nous de mai 81. Ouais, avec des gens hyper contents. On ne vit pas que dans la nostalgie, puisque c'est la raison pour laquelle on vous invite pour parler de sujets particulièrement actuels. Ce qui est l'actualité d'abord, c'est la sortie de votre livre chez Grasset, Sensibilité. On va en parler évidemment tout de suite, parce que vous insistez dans ce livre, vous racontez d'une certaine manière la vie d'une maison d'édition qui s'appelle Feel Good et qui se fixe comme objectif de ne heurter justement aucune sensibilité. Alors vous les énumérez, hein. Le but ultime, c'est de ne pas choquer les femmes, les hommes, les enfants, les trans, les bi, les gays, les hétéros, les asexuels, de toutes les couleurs, de tous les continents, de tous les pays, de tous les âges, de tous les poids, de toutes les tailles, de tous les handicaps, de toutes les religions. J'arrête là. Mais expliquez-nous voilà, la colonne vertébrale de ce livre, le but de ce livre, et puis ce qui se trame derrière ce que je viens de présenter. Oh mon Dieu. Alors déjà, le but, c'est un roman, donc j'espère qu'il n'y en a pas, hein, par définition. J'aimerais bien. Et l'idée, c'était... en fait, le livre est parti d'un truc qui m'est arrivé il y a 4 ans et puis qui s'est reproduit à intervalles réguliers, qui était en fait un autre de mes essais en fait, qui s'appelle Noir, qui est devenu une bande dessinée adaptée par une dessinatrice que j'adore, qui s'appelle Émilie Plateau. Et en fait, quand cette bande dessinée a été choisie par un festival au Canada anglophone, on nous a expliqué que c'était super parce qu'on allait pouvoir avoir une traduction, etc. Mais il fallait que le livre s'appelle pas Noir parce que en fait la dessinatrice était blanche et que ça pouvait faire de la peine à des noirs. Donc là, on s'est retrouvés dans une réunion, alors complètement pour nous imprévue. On est vraiment tombé de l'armoire avec Émilie parce que les gens en face étaient très sûrs de leur fait et vraiment c'était la personne qui parlait, d'ailleurs, c'était génial parce que donc elle était blanche. Elle parlait pas à Émilie parce qu'elle était blanche. Elle me parlait à moi parce que je suis pas blanche. Et en même temps, c'était pour m'expliquer à moi toutes les choses qui pouvaient faire de la peine à des noirs et que je n'avais pas visualisé visiblement. Et elle était très sûre d'elle parce que elle était forte de la vie d'un conseiller en fait noir qui lui savait exactement ce qui fait de la peine aux noirs. Il y avait une liste très précise. Donc voilà, j'étais devenue dingue à ce moment-là évidemment. Et donc parce que cette dame en plus, elle était vraiment super sympa. Donc elle avait des solutions. C'était pas que voilà. Donc elle avait dit ça peut pas s'appeler noir, ça non. Vraiment, c'est évident. Mais alors, on n'a qu'à l'appeler bus parce que ça se passe dans un bus. Et ça, c'est quand même extra. Donc voilà, donc là j'avais... Donc ça vous l'avez raconté dans le livre. Voilà, ça, et donc passé, je me suis dit, moi je vais noter ça. Puis au fur et à mesure, sont arrivés tout un tas de situations où des gens très sympas étaient tous bien d'accord pour m'expliquer ce qui faisait de la peine aux Noirs. Et donc chacun avait une bonne raison de censurer, d'enlever une phrase, un truc. Voilà. Mais ce qui était génial, c'est que je constatais que plus l'environnement depuis lequel parlaient ces gens était uniforme, donc plus il y avait que des blancs bourgeois, et plus il y avait une volonté de répondre à des critères qui n'étaient basés que sur la sensibilité, mais pas du tout, cette énergie, elle n'était pas du tout mise au service, par exemple, d'aller parler au DRH pour lui dire c'est marrant parce que tu embauches quand même tout le temps les mêmes gens. Ça, pas du tout. Donc ça permettait à l'entreprise de perdurer dans sa structure et pour autant de se donner le vernis
d'une implication et d'une conscience du monde, en fait, voilà, mais qui passait par du sensible, donc qui était quand même l'idée que les problèmes posés en termes de discrimination et de violence, etc., sont des problèmes qui relèvent de la sensibilité des gens. Hein, voilà, ils se sentent pas bien, mais c'est pas du tout des problèmes de droit. Donc ça, en revanche, on va pas faire comme si ça concernait tout le monde, mais là, sur la sensibilité, très actif. Et puis, donc, ça aboutissait quand même au fait que sur les conseils d'un noir, on venait censurer une noire qui faisait un livre sur une noire, et ça va. Ça, vraiment, c'est aucun problème sur la question. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça, moi, j'aimerais bien essayer de travailler cette idée-là et de le faire pas par un essai, mais de réinvestir aussi l'imaginaire, parce que je voyais bien que la fiction, elle est très chahutée. Il y a quelque chose, justement, c'est à cet endroit-là que ça se joue, hein, et qu'on demande des comptes à la fiction comme si elle était du réel, et que donc, en filigrane, il y a quand même cette question de quel imaginaire on autorise ou pas. Donc je me suis dit, bah, il faut reprendre ça du point de vue d'un lieu qui est le lieu de l'imaginaire, et la fable encore plus, parce que c'est vraiment là un lieu qui n'a pas de géographie, pas de date, pas de territoire donné. Voilà, c'est vraiment des traversées. Et puis la fable, c'est aussi un lieu qui permet de dire ce que des gens vivent, et puis en même temps ça permet de dire aussi ce qui nous traverse tous, parce qu'évidemment cette complexité et cette volonté de tyrannie, on est tous travaillés par ça. C'est très, très infantile. Enfin, c'est de dire s'il y a un problème, bah, si on enlève ce truc, il n'y a plus de problème. Alors justement, vous voyez, le style de la fable fait que, du coup, moi, cet épisode, je ne savais même pas qu'il était tiré de votre véritable expérience canadienne. Il y a eu justement, et à un moment donné, à la lecture de cette fable, puisque vous avez raison, ça ressemble plus à une fable qu'à un roman dans la forme, je me suis dit, mais elle force quand même un peu le trait. Bon. Et puis arrive dans l'actualité française, cette fois-ci, là maintenant, au mois de septembre, une polémique autour d'un des candidats au prix Goncourt, Kevin Lambert, qui a annoncé que pour son roman, il avait fait appel à une universitaire noire, donc haïtienne, ce qu'on appelle dans ce langage-là une sensitivity reader, pour relire et filtrer d'une certaine manière l'héroïne du roman de Kevin Lambert qui est blanc, cette héroïne qui est noire. Bon. Donc, et donc Nicolas Mathieu, qui a été sur ce même fauteuil Mon que Dieu, vous, il y a quelques semaines, comme premier invité du Média des idées. Vous voyez, tout est en connexion. Nicolas Mathieu lui a répondu sur Instagram, dans une polémique qui d'ailleurs était intéressante. Mais vous avez suivi ce débat, et d'une certaine manière, il est venu quasiment illustrer ce qu'il y a dans votre livre. Comment vous l'avez vécu ? Bah, en fait, ce qui était assez marrant, c'est que ça a eu lieu il y a quelques semaines, que moi, je ne connais pas Kevin Lambert, je n'ai pas lu son livre, et que soudain, il y a cet emballement. Les questions que moi, qui me venaient, c'était de dire, bah, déjà, parce qu'il y a plusieurs choses dans le poste qu'il fait, hein, parce qu'il y a un poste pour dire, ouais, c'est super, je suis dans la première liste du concours, mais en fait, il y a plusieurs choses, parce que demander son avis à quelqu'un sur un texte en disant qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Donc, elle est écrivaine, cette relectrice. Bon, enfin, je veux dire, alors là, il n'y a pas de scoop, a priori. Et puis, justement, c'est génial, on est en démocratie, il fait bien ce qu'il veut. Donc, bon, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Voilà, il fait bien comme il veut. Après, il y avait un autre temps qui était de dire « Oh, ouf !» Elle a relu. Ça m'a évité de dire des trucs complètement délirants sur les Haïtiens. Donc, d'un coup, cette femme est quand même sommée d'avoir un point de vue sur l'ensemble de ce que pensent les Haïtiens. Et ce qui était très drôle, ce qui était là, ouf de ouf, vraiment, ah là là, elle me sauve. Ça me permet de bien écrire sur mon personnage qui est architecte. Bon, et alors là, moi, il me manquait un bout, donc vraiment, il faudrait que je discute avec lui, parce que elle est écrivaine, elle, hein, donc son point de vue sur les architectes haïtiens, franchement, là, c'est... bon, donc elle ne peut pas garantir. En fait, ce qui me frappe, c'est qu'on somme quelqu'un de garantir une conformité qui permettra, au bout du compte, que n'arrive pas le fameux tweet qui dirait n'importe quoi. Là, vraiment, je ne me sens pas représentée. C'est ça. Et puis, à la fin de son message, et ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus problématique, c'est qu'il dit oui, enfin... Le résumé, c'est de dire que les gens qui trouveraient que c'est pas super de faire appel à une haïtienne pour parler d'un personnage haïtien qui fait pas du tout le même métier d'ailleurs que la dame,
eux, c'est des gens qui ne sont pas du côté du progressisme. Donc, c'est dire, voilà, bon, c'est des vieux réacs, des gens qui ne trouvent pas ça génial. Et ça, alors pour moi, ça, c'est un vrai souci, parce que déjà, ça interdit, là, on ne peut plus ni penser, ni débattre, parce qu'en fait, ça, c'est du côté du bien, puis ça, du côté du mal. Donc, comme ça, c'est réglé. Et en plus, encore une fois, on déplace le sujet, parce qu'en fait, qu'un écrivain fasse appel à des gens pour avoir, écrivain ou quiconque, si on a envie d'écrire sur un sujet qu'on ne connaît pas bien, on va peut-être aller regarder. Et là, il y a vraiment zéro scoop, il n'y a pas de quoi en faire les pieds au mur. Mais dire, oui, toute personne qui ne le ferait pas vraiment, pour écrire un roman, c'est vraiment des gros nazis, bon, bah là... Alors, mais vous tombez aussi dans une période où... tous ces mouvements, notamment anglo-saxons, sont qualifiés, alors en France, de wokisme, c'est le mot valise qui définit toutes ces nuances de progressisme. Comment vous vivez ça? Parce que du coup, je pense qu'il y a un certain nombre d'anti-wokistes qui vont presque approuver votre livre. Et le précédent, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, était au contraire, ou à côté, un livre qui dénoncer, à travers l'histoire de Claudette Colvin, les discriminations. Donc, voilà, comment vous évoluez entre ces deux faces, puisque vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a une espèce de mouvement comme ça, malheureusement qui touche aussi quelques personnes à gauche de temps en temps, qui est de qualifier de wokisme tout ce qui nous vient du monde anglo-saxon et de ces milieux progressistes. Comment vous vous situez par rapport à ça, sachant que il y a quelques années, vous faites ce livre sur Claudette Colvin et donc sur la lutte contre les discriminations, et qu'aujourd'hui, vous dénoncez cette hyper-sensibilisation des acteurs autour des discriminations. Ah non, alors pas du tout. Enfin, pour moi, c'est... Bon, déjà, il y a plusieurs choses. Wokisme, pour moi, c'est comme bobo ou tout un tas d'autres mots. Je ne les utilise jamais parce qu'ils n'ont pas de sens, en fait. Et qu'ils permettent, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec quelqu'un, de dire, bah tiens, voilà, toi, t'es... Donc, encore une fois, ça élimine toute possibilité de déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce mot. Tant qu'il ne sera pas défini, moi, en fait, quand les mots n'ont pas de sens, je les prends, je les mets sur un cintre et je les mets dans une armoire. Et puis, quand quelqu'un m'aura dit « ça veut dire ça », bon, eh ben alors peut-être qu'on l'utilisera, mais pour l'instant, c'est inutile, ça ne me sert à rien. En l'occurrence, sur le livre sur Claudette Colvin et sur l'essai qui s'appelle « L'assignation », mon sujet... c'est Claudette Colvin, elle lutte pas parce qu'elle serait sensible et qu'en tant que noire, ça la fait un peu chier qu'on l'arrête et qu'on la foute en prison. C'est pas très sympa pour les noirs. C'est pas ça qu'elle dit en fait. Elle dit il y a une question de droit et en fait il va falloir qu'il soit respecté parce que ça concerne les êtres humains et donc ma couleur c'est pas le sujet là. C'est de ça dont il est question. C'est pas du sensible. Mon problème, c'est que le déplacement sur le sensible nous éloigne de la lutte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la lutte. Et donc, le sensible ne peut pas être un outil. Je ne peux pas l'utiliser. C'est-à-dire, quand un outil arrive, moi, je regarde. Je me dis, bah, tiens, peut-être qu'il peut être utile. Peut-être que ça rajoute quelque chose à la batterie de ce que j'ai. Et donc, je vais pouvoir m'en servir. Le problème, c'est que quand je constate qu'au final, je me retrouve censurée par des gens blancs qui m'expliquent comment être une bonne noire, bon, bah, je me dis, bon, on a fait un bon tour de stade. Et donc, on est revenu au moment où on m'expliquait comment être une bonne noire, sauf que à l'époque c'était pas pour être sympa et tenir compte de ma sensibilité, mais dans les deux cas c'est quand même des gens qui m'expliquent ce que j'éprouve et là où je dois être. Donc pour moi on n'a pas changé de disque. Et mon sujet, c'est que pendant qu'on continue à être en surface, donc à continuer à donner au système ce qu'il attend. Hein, on fabrique, c'est génial les lecteurs de sensibilité parce que ça permet par exemple à des entreprises, des maisons d'édition de se comporter comme tout un tas d'autres entreprises, c'est-à-dire vous externalisez votre problème, vous circonscrivez le risque et si d'aventure, parce qu'il est fort possible que des gens n'aiment pas le livre de Kevin Lambert, des Noirs, des Haïtiens peut-être, hein, qui sait, eh bien à ce moment-là, on se retournera vers Kevin Lambert en lui disant qu'as-tu fait hein, où est la garantie que tu nous avais donnée? C'est ça le problème, c'est qu'en fait, ça désactive le sujet principal, c'est-à-dire que les entreprises
soient dans la légalité, et elles ne le sont pas quand une entreprise n'a que des gens qui se ressemblent, elle discrimine. Alors que ce soit conscient, inconscient, ce que vous voulez, elle est dans l'illégalité, et j'aimerais que ce soit ça le vrai sujet. Alors on va aborder le vrai sujet avec quelqu'un qui est très sensible aux luttes contre les discriminations. Il nous rejoint tout de suite. Nous recevons donc aujourd'hui Tania de Montaigne à l'occasion de la sortie de son livre Sensibilité chez Grasset. Et pour continuer la discussion que nous avons entamée avec elle, nous avons un sparring partner en la personne de Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Bonjour Dominique. Donc Dominique, vous avez assisté à la première séquence de dialogue avec Tania. Qu'est-ce que ça vous a inspiré et quelles questions vous avez envie de lui poser ? D'abord, merci pour cette invitation. Et donc, j'ai effectivement entendu ce que disait Tania de Montaigne dans la première partie. Et comme d'habitude, lorsque j'entends Tania de Montaigne, je suis en très très large accord avec ce qu'elle dit, parce qu'il y a beaucoup de finesse dans l'analyse, dans l'approche, à une époque où malheureusement, nous sommes très souvent amenés à constater l'effondrement des conditions du débat public, où il n'y a plus vraiment d'échange d'idées possible. Or, pour échanger des idées, eh bien, encore faut-il en émettre. Et c'est ce que fait Tania de Montaigne aussi, à travers l'échange, à travers le livre également. Ceci étant, pour titiller un peu, je dirais qu'effectivement, la question de la sensibilité est une question qui peut envahir l'espace et qui peut dissoudre le politique, puisque si chacun est renvoyé au fait de se taire au nom de la sensibilité de l'autre, on ne peut plus vraiment discuter et faire commun, qui nécessite la discussion de toute façon. Ceci étant, je me disais que quand on regarde les dernières décennies, on n'accepterait plus aujourd'hui d'entendre des choses qui pouvaient se dire sur les femmes ou sur les personnes LGBT il y a quelques dizaines d'années, et sans doute fort heureusement, et que quelque part c'est aussi en tout cas en partie au nom de la sensibilité, parce que les paroles, les actes peuvent être violents, et que la sensibilité de l'autre, même si elle ne peut pas toujours être le soubassement à l'organisation de la société, est bien une dimension qu'il faut prendre en considération. Alors, comment la prendre correctement en considération sans être dans le silence imposé par la sensibilité de l'autre, ou prétendument la sensibilité de l'autre? Ouais, c'est ce que tout votre travail il est autour de cette question-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se dit, il y a des choses qu'on ne pourrait plus dire, des choses, voilà. Mais on voit bien que déjà, ça se déplace. Donc, oui, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, mais en revanche, on peut vraiment aller taper joyeusement des personnes LGBT ou des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Bon, ça continue à se faire tranquillement. On continue à acheter des bananes sur des joueurs de foot. On continue à dire les Marseillais, c'est des gros PD et que sais-je encore. Franchement, voilà. Donc, pour moi, c'est toujours intéressant quand cette sensibilité, elle est prise dans un soubassement de droits humains. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus dire, parce qu'en fait, c'est pas une opinion d'insulter quelqu'un. Voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans le travail que vous faites et que font d'autres associations, c'est de rappeler qu'en fait, on est soumis à un cadre et que ce cadre induit des choses. Et que, pour moi, le gros travail que vous faites et qui reste à faire, c'est de rappeler à chacun qu'en fait, on n'invente pas sa propre loi comme ça. Non, en fait, voilà. Le problème, c'est que ça suppose de connaître la loi. Et donc, on voit bien que, globalement, personne ne la connaît. Hein, donc, pour moi, le boulot, il est là-dedans. Et on voit bien d'ailleurs que quand on le fait, ce que vous faites en allant dans les écoles, etc. aussi, on voit bien à quel point à chaque fois les élèves et même des gens plus âgés tombent de l'armoire quand on leur dit mais en fait il y a une loi, donc là c'est pas que toi justement ta sensibilité vachement sympa elle va protéger des gens, c'est qu'en fait mobilise-toi pour accompagner. Et on voit bien d'ailleurs que quand on fait ce trajet-là, on déplace aussi la posture. C'est-à-dire qu'on n'est plus du côté de « je suis un protecteur » et toi, la personne handicapée, tu vois, comme je suis vachement ouvert d'esprit, moi, je vais t'aider parce que je suis sympa. C'est plus ça. Et donc, on n'est plus du côté de allié, concerné. Voilà, je suis un allié, mais toi, tu es un concerné et tout ça. Non, en fait, on devient concerné, quoi. Donc, ce travail, pour moi, il est vraiment aussi de refabriquer la possibilité
du collectif. Parce que vous l'évoquiez, sinon on est dans un truc qui est très personnel, très sur soi, et qui induit le fait que je ne vais être qu'avec des exacts moi-même aussi. Hein, donc le champ se resserre. Et vous disiez la question du débat, oui, en fait, elle ne peut plus avoir lieu puisque je ne peux supporter d'être en lien que avec de l'identique. Et pour moi, c'est vraiment la bonne condition pour que la lutte collective ne puisse pas devenir. Donc il faut la remettre en route, quoi. Mais comment justement, à SOS Racisme, vous êtes face à de multiples sensibilités, j'imagine, qui vous saisissent ou dont vous... que vous avez, vous, à traiter dans cette société. Et en même temps, vous l'avez dit, vous voulez, à la fin, construire du commun. C'est ce que dit Tania, d'une certaine manière. Comment vous arrivez à cette synthèse ou à ce chemin entre le respect des sensibilités de gens qui se pensent être discriminés ou qui sont réellement discriminés, et comment vous les amenez à ce chemin que décrit Tania vers du commun? Comment on arrive à fédérer les sensibilités, d'une certaine manière? Alors, ça n'est pas évident à notre époque, parce que justement, on est beaucoup renvoyé à quelque chose de très individuel ou identitaire, de toutes parts d'ailleurs. Hein. On voit bien comment, même quand on parle, ce concept d'il y a quelques années, l'insécurité culturelle, il y a aussi quelque chose, mais enfin, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que ces façons d'expliquer qu'on serait toujours en train d'être agressé? Et je pense que nous, la façon dont on le fait, c'est d'insister sur l'importance du collectif. C'est-à-dire qu'une société ne peut pas exister comme simplement une collection d'individus. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du collectif. Et dans le collectif, il faut aussi, d'une certaine façon, savoir s'oublier un peu. Parce que sinon, ça ne marche pas. Le collectif, c'est aussi une contrainte. C'est aussi quelque chose où on accepte de déposer un élément sur la place publique. C'est ainsi. Et donc nous, on le fait beaucoup, évidemment, sur la question des discriminations à travers le droit, puisque le droit, c'est pas simplement la loi de l'individu, c'est la loi que la société s'est donnée collectivement, justement, pour organiser les relations sociales. Souvent, j'entends des gens dire oui, vous avez fait condamner ou vous avez condamné telle ou telle entreprise ou telle personne qui avait tenu des propos racistes. Nous, on ne condamne personne. C'est un tribunal, au nom du peuple français, qui condamne des gens. Et donc, je pense qu'il est important, d'abord, d'interroger cette question de l'individualité face au combat, d'interroger la question d'aller vers l'autre aussi. On n'est pas là que pour soi parce qu'on serait directement atteint au sens, j'allais dire, quasiment familial ou intime. Moi, je ne suis pas, je suis pas descendant d'esclaves. Pour autant, la question de ce que ça peut faire à des gens, ce que ça a produit dans l'histoire, le fait d'être descendant d'esclaves, ça m'intéresse, ça me concerne. Peut-être que je le comprendrai jamais tout à fait, parce qu'on peut jamais totalement, évidemment, se mettre à la place de l'autre, mais ça ne doit pas empêcher l'empathie. Et je pense que, notamment par rapport à des personnes qui pourraient dire « mais il faut qu'on combatte pour nous, et c'est notre combat, et nous sommes les concernés, et etc. » Il faut quand même rappeler que quand on demande d'être traité à égale dignité, quand on demande que les autres vous regardent, vous respectent, ce qui est normal, il faut aussi être capable de se dire que c'est au nom d'une certaine universalité, parce que vous ne pouvez pas demander pour vous ce que vous ne seriez pas capable d'assurer à l'autre. Quand on est un antiraciste conséquent, on est aussi contre le sexisme, on est contre les LGBT-phobies, on est contre l'handicapophobie, parce qu'en fait, on ne peut pas dire « moi, je demande le respect, mais par contre, je ne montre pas les signaux qui assurent que je suis moi-même capable d'être dans cette relation à l'autre. » Alors, Tania, dans votre livre, la maison d'édition que vous imaginez a un titre américain. L'épisode que vous narriez tout à l'heure dans la première séquence venait du Québec. Oui, est-ce que vous avez l'impression ici, hein. Alors justement, voilà, est-ce que non mais à un moment donné, quand on lit quelques éditorialistes qui sont pas forcément progressistes parler de cette vague du wokisme qui nous viendrait du monde anglo-saxon, est-ce que nous d'abord on a ces phénomènes que vous constatez ici, et est-ce que, pour revenir là-dessus, est-ce que la République à un moment donné le commun peut être justement une solution, un ferment qui permette d'éviter quelques abus qu'on voit ici ou là?
En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. Bon, les États-Unis, voilà, il y a une puissance de l'imaginaire, voilà, de proposer des réponses et tout ça. Ça, c'est un, voilà. Mais, par ailleurs, ce que la tyrannie engendre et ce que notre besoin de répondre à des choses qui nous dépassent engendre, alors ça, c'est profondément humain. Ce n'est pas les États-Unis qui ont inventé l'Inquisition, la mise à l'index, la terreur. Enfin, voilà, donc on voit bien comment est-ce que quand quelque chose devient dogmatique, eh ben, nécessairement, la question démocratique disparaît, en fait, parce que on fabrique une ligne et à partir de cette ligne-là, bah, tout ce qui ne rentre pas dedans ne va pas aller. Donc là, la réponse pour moi républicaine, elle est justement du côté de faire valoir ce qui a été mis en œuvre, c'est ce qu'évoquait Dominique, fortement. Et il se trouve qu'il y a plein de moments où ça n'a pas lieu. Et comme ça n'a pas lieu, la demande qui est de dire, en fait, j'aimerais qu'on respecte mes droits, cette demande-là, il y a un problème. Quelque chose n'a pas lieu. Et au lieu de se mettre sur ce terrain-là fortement et de dire, OK, on va y aller, qu'est-ce qui se passe, comment on outille la justice sur des questions où elle n'a pas d'outillage, comment est-ce qu'on fait, par exemple, sur la question des discriminations, le vrai problème, c'est le non-recours. C'est-à-dire qu'en fait, j'y vais pas, parce que je me dis que ça sert à rien, que cette charge de la preuve, et puis là, moi, je suis dans les écoles au moins une fois par semaine, et quand je demande aux enfants, bon, est-ce que vous avez déjà été témoin ou victime de discrimination? Bon, déjà, en fait, les 25 critères de discrimination, bon, personne ne les connaît. Après, quand je dis, alors ça, qu'est-ce que c'est, etc., qu'est-ce qu'on fait? Il arrive ça, qu'est-ce que vous faites? Bon, en général, le qu'est-ce qu'on fait, c'est on prend une photo de la personne et on la met sur TikTok. Et voilà, on a fait notre boulot. Donc, remettre la question de la justice à la place de la vengeance, ça, pour moi, c'est un vrai travail républicain. Et donc, ça suppose à la fois d'outiller les gens sur le fait qu'il y a des choses qui... On peut faire quelque chose. Cette idée, en fait, qui met en œuvre l'impuissance, c'est ça le problème. Et c'est ça qui génère le fait que, puisque collectivement, on ne peut rien, je vais me démerder tout seul. Donc, je vais faire des photos TikTok, je vais m'exciter et mettre un tweet sur un sujet qui n'est pas le sujet de fond. Parce que, par exemple, sur l'édition, ce qui est intéressant, c'est que la demande, c'est de dire comment ça se fait que dans vos entreprises, il n'y ait qu'un seul type de personne. Bon, c'est ça la vraie question. Donc, ces maisons répondent en disant, tiens, regarde, on a pris un noir et il lit tous les livres où il y a des noirs. Alors... Et en plus, il est externalisé, parce qu'évidemment, c'est des gens très, très mal payés qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc, voilà, c'est la vraie question centrale, c'est ça. Et quand on répond à ça et qu'on est vraiment sur le sujet, on n'a plus besoin de produire des doudous, des hochets, des « je te comprends », des « attends, je suis ton allié, mais démerde-toi, parce que justement, je ne veux pas parler à ta place ». C'est ça, en fait, que ça produisait des signaux qui sont très mauvais. Alors nous, on a ici le rôle, la fonction d'essayer de voir ce que le Parti socialiste peut penser pour l'avenir. On a aujourd'hui, d'un côté, on le voit bien, un mouvement quand même un peu conservateur, réac, qui utilise ce mot valise de wokisme pour en réalité expliquer que c'est les hypersensibilités de tout le monde qui défont la République. Et puis on a d'un côté, au contraire, peut-être un mouvement plus progressiste, forcément, qui hypertrophie ses sensibilités. Une fois de plus, comment essaye-t-on, dans la période dans laquelle on est, de dépasser finalement ces deux caricatures? Alors, c'est très compliqué, parce qu'on est dans un monde, pas simplement sur ces sujets, on voit bien dans un monde de tension extrême, où tout ce qui va être un espace de rassemblement, en fait, va être très vite délégitimé. Et en fait, où on prend des coups de tous les côtés. Souvent, ce que je dis à des gens qui parlent de SOS en mal, je dis, mais attendez, donc vous dites qu'on est aux mains des Juifs, vous dites qu'on est aux mains des Arabes, vous dites qu'on est aux mains des Noirs, et vous dites qu'on est aux mains des Blancs. Je dis, mettez-vous dans une pièce et mettez-vous d'accord. Parce que, en fait, alors d'ailleurs, peut-être que tout le monde a raison. D'ailleurs, d'une certaine façon, oui, peut-être qu'on est aux mains de tout le monde, et ça tombe bien, c'est notre projet, au demeurant. Mais on voit bien comment, en fait, cet espace-là, il est extrêmement dur à construire, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'agressivité qui circule sur ces sujets et sur d'autres, et où en fait vous allez être quelque part disqualifié souvent en étant attaqué vraiment de toutes parts. Et moi je vois cela aussi, notamment dans notre camp, ou en tout cas ceux qui
se vivent comme étant des antiracistes et qui seraient sur des positions minorisantes, je le vois aussi comme, en fait, un sentiment, ou en tout cas comme s'ils actaient qu'en fait on ne pouvait pas gagner. Et donc comme on ne peut pas gagner en réel, eh bien on va se concentrer aussi sur des mots, on va refaire le vocabulaire, on va être dans quelque chose de très virulent dans les luttes, mais pour masquer le fait qu'on est sur des logiques minoritaires. Et moi je suis quand même très surpris de voir comment les luttes antiracistes dans ce pays, depuis plusieurs années, n'existent plus vraiment. Je vais dire sur le côté populaire. Même ce qui s'est passé après la mort de George Floyd en France, bon, il y a eu des manifestations, enfin, quand même, on se gargarisait parce que parfois il y avait des manifestations de 20 000 personnes. Enfin, excusez-moi, pour la France, on n'est pas non plus dans une déferlante. Regardez ce qui s'est passé après le meurtre de Naël. Il n'y a pas eu de grandes manifestations, alors même que le fait qu'il soit arabe n'est sans doute pas complètement étranger au fait qu'il se soit pris une balle. Bon, il ne s'est rien passé de vraiment majeur. Et donc, je pense qu'il y a souvent, trop souvent, chez les personnes que l'on pourrait critiquer et qui se prétendent antiracistes ou qui se vivent comme antiracistes, je ne les disqualifie pas en disant que ce serait faux ou en leur déniant cette qualité, sans doute un sentiment de on ne peut pas gagner, la société est trop violente, donc on est aussi dans des logiques d'entre-soi, parce que les logiques d'entre-soi, c'est entre nous qu'il faut lutter, c'est aussi une façon de ne pas être confronté à la violence de la société, des propos des autres, parce que c'est dur sur ces sujets d'être confronté au regard de l'autre, aux remarques de l'autre, au silence de l'autre. Pour autant, quand on veut lutter, quand on veut faire progresser la société, il faut bien à un moment donné se confronter. Et se confronter, ça ne veut pas dire se battre, mais se confronter au reste de la société pour emmener le reste de la société. L'enjeu quand on lutte, c'est pas d'être d'accord entre soi, c'est comment on entraîne la société. Et là, c'est un effort que nous, on essaye de faire et sur lesquels on essaye d'emmener le maximum de force. Alors, Tania a plein de choses encore à nous dire, mais elle va le faire dans la troisième séquence qui s'ouvre tout de suite. Troisième et dernière séquence donc avec notre invitée du jour, Tania de Montaigne, cette fois-ci confrontée à Chloé, pas confrontée mais en dialogue avec Chloé Ridel, la porte-parole du Parti Socialiste, qui depuis le début est là et a assisté notamment au dialogue avec Dominique Sopo. Chloé, qu'est-ce que tout ça t'a inspiré et qu'est-ce que tu souhaites dire à Tania de Montaigne? Eh ben, ça m'a d'abord inspiré une réflexion autour de ce très joli mot qu'est sensibilité. C'est un mot magnifique et, comment dire, la tâche d'un système démocratique, ça doit bien être de réguler les opinions et les sensibilités pour éviter qu'elles n'entrent en conflit. Pour ça, on a la loi, et tu l'as très bien dit avant, le racisme, le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme, ça n'est pas une opinion. Donc, il est interdit de prononcer des phrases qui correspondraient à ces qualificatifs, et ça, c'est bien. Et puis, pareil, sur la sensibilité, par exemple, religieuse. On n'aurait pas fait le mariage homosexuel si on avait tenu compte de la sensibilité des chrétiens, mais aussi des musulmans et des juifs. Puis la question de la sensibilité, elle s'est aussi posée avec force pendant le drame qui a été l'assassinat de Samuel Paty. C'est-à-dire des personnes qui, au nom du fait que leur sensibilité était heurtée par des caricatures, empiétaient sur le droit de tout un tas de gens dans la population qui, au contraire, étaient laïcs et revendiquaient leur droit au blasphème. Donc, en fait, déjà, la loi, il me semble, est assez complète pour essayer de réguler les différentes sensibilités, faire qu'elles... et dire là où le strict respect de la loi doit se situer. Mais il me semble que ton livre amène à nous poser, à amener la question plus loin. Parce que moi, à première vue, je trouve que la sensibilité est un beau mot et je trouve que l'objectif de mieux prendre en compte les sensibilités dans notre société n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que pendant longtemps,
on a mis les sensibilités sous le boisseau. Quand on dit c'était mieux avant, c'était aussi un temps, c'est ce que disent les réacs, c'était aussi un temps où marche droit, ferme-la et encaisse, et on n'avait aucune attention aux sensibilités. Mais Tania le dit d'ailleurs, on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, mais dans votre livre, vous indiquez à un moment donné, vous parlez d'un couple des années 60 peut-être, en France, avec une dame qui est la maîtresse de maison, pendant qu'il y a le chef de famille. Enfin, vous revenez aussi sur ce que ont été les discriminations entre hommes et femmes, et ce que était une forme de paternalisme que vous dénoncez aussi dans le livre. Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, que nous sommes faits du sensible. Et c'est quand même ça qui définit le genre humain. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que, justement, c'est ça qui fait que l'art existe, parce que, voilà, on a du sensible en nous, et que, donc, ça peut se projeter à des endroits. Toute la question, c'est de voir où il est, ce sensible, et comment est-ce qu'il y a des espaces qui sont hors sensibilité. C'est-à-dire que, justement, le droit, il essaye de définir des choses qui ne dépendent pas d'une quantification, parce que comment on va hiérarchiser des sensibilités? En fait, on voit très bien comment ça s'organise. C'est le plus fort qui gagne. C'est le seul moyen qu'on a, puisque... Voilà. Et donc, il y a eu la réflexion qui était intéressante, c'est à la fois de dire ce genre humain, c'est ça qui fait qu'on se projette dans l'art, qu'on invente des éléments pour être en lien avec l'autre, etc. Donc ça nous guide. Et puis à la fois, on a élaboré quelque chose. Dominique Sopo tout à l'heure parlait de ça, de cette idée qu'on abandonne quelque chose, voilà, ce contrat social où on dit, il y a une partie de moi en fait que je vais oublier, de façon à ce que le collectif puisse advenir. Donc ma liberté, elle existe parce qu'elle est adossée à la tienne. Et en fait, c'est cet équilibre-là que nous essayons d'établir, parce que si ta liberté devient minime et la mienne très grande, ou l'inverse, en fait, il n'y a plus de liberté. Donc on est obligé d'élaborer quelque chose de neutre. Et ça m'intéresse. Ça m'intéresse de trouver comment chacun, et puis alors vous encore plus, parce que là, c'est votre boulot, de savoir comment est-ce qu'on fait cohabiter cette question d'une intériorité, d'une intimité, de quelque chose qui relève du privé, dans lequel moi, je peux me développer, réfléchir, etc. Et puis, en même temps, quelque chose qui est neutre. On me considère à l'égal de tous les autres, et donc ma liberté n'est pas plus grande que celle des autres. On est tous pris dans cette dynamique-là qui est de banaliser quelque chose de moi-même. Et en fait, moi, ce qui me fait peur là, c'est que quand on arrive à vouloir faire un renversement et proposer que, en fait, tu es très spécial, et je te reconnais ça, tu es vraiment très particulier, et donc on va élaborer quelque chose du droit autour de ta spécificité. Pour moi, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, parce que tous les mouvements d'émancipation se sont toujours faits et ont toujours gagné parce que des gens ont dit, alors, écoute, tu vois, il y a écrit qu'en fait, tous les hommes, voilà, il se trouve que je suis un homme. Donc, le fait que je sois noir, blanc, vert, jaune, ne peut pas jouer. Tu ne peux pas m'opposer ça. Et là, pour moi, il y a un truc puissant à rééditer pour les partis politiques qui sont de gauche, je pense que de droite aussi, parce que je pense que des gens qui sont de droite et républicains aujourd'hui doivent avoir envie un petit peu de se suicider et de s'arracher les dents à la main. Donc je crois qu'il y a quelque chose à réinventer autour de cette question-là, de dire, il y a justement, comme il y a ce foisonnement et que chacun est différent, on invente quelque chose qui vaut pour tout le monde, qui est une neutralité, qui nous permet après de s'exprimer très librement et de faire comme on veut, quoi. Alors dans cette interpellation de Tania au parti politique, j'interpelle. Voilà, interpelle les partis politiques, donc le Parti socialiste, donc Chloé Ridel, qui ici représente le Parti socialiste. C'est quoi, voilà, comment le Parti socialiste, lui, gère ce défi entre ses sensibilités tout à fait légitimes et cette envie de commun pour, à un moment donné, réguler tout cela? Absolument, c'est la question fondamentale, il me semble, de ce débat. Tu as parlé de la liberté un peu plus tôt. Et la définition que tu as donnée de la liberté est une définition profondément socialiste, parce qu'elle est sociale. Ça veut dire quoi? C'est en gros, nous ne sommes libres que parce que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Notre liberté, nous la devons à la société. Et quand on est socialiste, on croit profondément à ça. On a une conception de la liberté qui est sociale. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive
à faire en sorte que les sensibilités de chacun ne se heurtent pas et ne créent pas de conflit. Je pense qu'il faut une position d'équilibre, c'est-à-dire que les sensibilités, ça change. Tu l'as dit aussi, quand un élève, prenons le cas le plus sulfureux, est choqué, heurté dans sa sensibilité par une caricature du Dieu en lequel il croit. L'attitude à adopter n'est pas une attitude, on va dire, forcément agressive en lui disant « tu n'as pas à ressentir ce que tu ressens, c'est mal ». Je pense que l'attitude à adopter est de dire « très bien, tu ressens ça, c'est ta sensibilité ». Mais ça n'est pas pour autant que tu dois demander à ce que ces caricatures soient interdites, parce que là, ça va non seulement heurter la sensibilité d'autrui, mais aussi porter atteinte à sa liberté. Et donc je pense que, contrairement à tous les réactionnaires de tout poil qui vont s'insurger et avoir une attitude qui, au contraire, va renforcer, comment dire, en face les tensions et va être contre-productif, il faut qu'on ait d'abord une démarche de reconnaissance que cette sensibilité, elle existe, qu'elle est réelle. Il ne suffit pas de taper sur la tête de quelqu'un en lui disant « non, non, ne ressens pas ce que tu ressens, ça ne fonctionne pas ». Reconnais que tu as une sensibilité, mais d'autres en ont une autre. Et ils sont tout aussi libres que toi. Et ça, c'est l'apprentissage de la tolérance. C'est quand même comme ça qu'une société peut fonctionner. Et il y a beaucoup, évidemment, de défis devant nous. Mais je pense aussi qu'il faut... une réponse éducative. Ouais, mais il faut se décoller. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite après les attentats, en fait, moi, je suis partie faire des ateliers à la Plaine Saint-Denis, les attentats hyper cachés à Charlie, à la demande des enfants, en fait, qui voyaient bien que donc, les deux terroristes étaient aucun rapport avec le 93, mais donc tous les journalistes étaient dans le 93, et donc ils se sont dit on aimerait bien faire un travail. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que dès l'instant, et c'est à ça que sert l'école, c'est-à-dire ressentir des choses très bien, mais là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on les pense et qu'on soit dans cette question-là, de se dire, OK, de quoi il s'agit. Et donc, pour moi, c'est terrible quand je vois des profs qui disent, ah là, bon, alors, tu peux sortir si tu... C'est une catastrophe, parce que ça interdit à des enfants, parce que là, on parle du cadre scolaire, de pouvoir faire le trajet de réfléchir en dehors d'eux-mêmes. Et en fait, c'est pour ça, en fait, que il faut se méfier de ne pas prendre le prisme de la sensibilité comme un prisme possible d'action, parce que ça n'est pas possible. Si on commence à être là, on va interdire la possibilité que je me projette dans ce que je ne suis pas. Or, le travail de l'éducation, c'est exactement ça, c'est de sortir de soi. Et après, j'ai fabriqué mes petits outils et je vais cheminer là-dedans et je vais me dire, attends, là, c'est plus ça que ça. Parce que moi, j'ai passé ma vie entière avec des gens, donc comme quoi ça n'est pas nouveau, des gens qui, justement, parce qu'ils m'assignaient et qui se disaient, bon, la noire, banlieue, vas-y, voilà. Donc, sa sensibilité, elle est là. Donc, c'est ça qu'on va lui donner. On va continuer à ce qu'elle soit dans son petit précaré. Mais il faut quand même tenir compte des sensibilités, ne pas les ignorer totalement. Non, mais c'est aussi une démarche pour amener les gens à sortir d'eux-mêmes, comme tu le dis. Non, je pense que ce dont il faut tenir compte, c'est que la personne qui est en face de nous en est une. Donc, qu'elle est traversée par plein de choses et que maintenant, on va y réfléchir. Mais je n'ai pas à rentrer dans l'intimité. Là, autre exemple, je suis invitée dans un festival. Alors, c'est Londres, hein, donc les Anglais, ils sont... Voilà. Mais alors, j'ai reçu un dossier avec 18 pages. Alors déjà, comment je me définis. Alors, il y en a dans tous les sens. Là, vraiment, il me propose toutes les options possibles. Et ensuite, et là, c'est encore un nouveau cran de délire, c'est de me poser des questions qui sont extrêmement intrusives. Donc, est-ce que j'ai été adoptée? Est-ce que... Voilà. Pour être sûr qu'à un moment, quelqu'un ne va pas dire quelque chose qui va venir percuter ma sensibilité et me mettre dans une situation terrible, etc. Ça, pour moi, c'est la catastrophe. C'est-à-dire, c'est vraiment l'endroit où il ne peut rien se passer. Voilà. Parce qu'en fait, on m'a déjà totalement infantilisée. Et puis, en plus, on n'est pas... ça permet que des gens soient dans ma tête. Je n'ai pas envie de ça. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que pour moi, la sensibilité, c'est quand même une demande, en fait, c'est très intrusif, en fait, parce que je vais supposer en permanence des choses, et puis maintenant, comme je veux me mettre bien, je vais plus les supposer, donc je vais même plus être dans mes préjugés, je vais aller plus loin, je vais te demander, comme ça, on va être sûr... c'est une catastrophe. Donc, je crois que vraiment, cette question du sensible, elle doit rester comme quelque chose qui est fragile, personnel,
et qui me traverse et qui relève de l'intime, j'ai envie de t'en parler ou pas, et c'est moi qui vais faire la décision. En revanche, dans une séquence sur la question des caricatures, par exemple, bah, en fait, ce qu'on travaille, c'est pas tellement d'être en attente qu'il il va se passer quelque chose, mais c'est de dire, OK, voilà, bah, nous, on fait une traversée historique, parce que les caricatures, elles n'ont pas été inventées la semaine dernière, donc d'où ça vient, comment ça s'organise, pour qui, pourquoi. Et là, ne se pose plus du tout cette question-là, parce qu'on n'est pas dans ce truc, sinon, en fait, on est dans le lit des gens. Et ce n'est pas l'endroit du politique, et ce n'est pas l'endroit non plus de la relation. Alors, je ne sais pas. En tout cas, la vérité, c'est que le média des idées ne vous a posé aucune question avant que vous arriviez ici, ni 18 pages, ni même aucune question personnelle ou intime. C'était très, très libre comme discussion. Écoutez, comment ne pas nier les sensibilités, comment éviter toute assignation aussi identitaire, c'était un peu le cœur de nos discussions. Merci beaucoup, Taniane Montaigne, de vous être exprimée avec cette liberté, et à très bientôt. Et puis évidemment, lisez donc Sensibilité, la dernière fable de Taniane Montaigne. À très bientôt.